Deuxième numéro du 7-8 Sport. Bonsoir Anthony, 26 Bonsoir, minutes Wilfried. pour faire un point complet sur l'actualité sportive du week-end. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler football au lendemain du 64e de finale des moins de 19 ans de l'ESG Guyancourt face à la JOCR, mais aussi course et bike and run avec Vincent Guyonne, le président de Versailles Triathlon, la désormais traditionnelle compétition par équipe mélangeant vélo et course à pied dans le domaine du château de Versailles qui se déroule ce dimanche. Et comme d'habitude, en fin d'émission, tous les résultats du week-end. Et il y a eu beaucoup d'actualités, beaucoup de résultats ce week-end et on va débuter par du football. Sévère défaite pour Guyancourt. Sévère défaite, même si les représentants du club sont là, ils nous font la gentillesse d'être présents ce soir autour de la table. Olivier Jeanresse, Grégory Chassin et Jordan Doussin, tous les trois joueurs, capitaines et coach et entraîneurs des moins de 19 de l'ESG. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Alors, au lendemain de cette défaite, 4-0, on peut pressentir que l'addition est peut-être salée, mais est-ce que vous êtes déçu en tant qu'entraîneur, justement, Olivier, de la performance de vos joueurs? Non, pas du tout déçu, non. Non, même très fier d'eux. Franchement, très fier d'eux pour le parcours qu'ils ont fait. Et puis voilà, on est tombé sur plus fort, faut le dire. Ils étaient plus forts que nous. Il y a combien de divisions d'écart? 5 divisions d'écart. 5 divisions d'écart, donc c'est quand même énorme. Hein. Et c'est des enfants qui font que ça pratiquement toute la semaine. Donc voilà, non, il y a pas de regret à avoir, même si, comme vous avez dit, le score est un peu sévère, on va dire. Mais bon, sur l'ensemble du match, il y avait quand même une grande différence. Et puis la JOCR, c'est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle dans la catégorie, puisque ce sont les champions de France en titre chez les U19, les moins de 19 ans. Exactement, ils sont champions de France en titre. Et en plus, ils ont gagné 6 fois la Coupe des Gambardella. Et voilà, quoi. Donc c'est quand même un bon club. Et pour le club de Guyancourt, c'était la première fois que vous atteignez ce niveau? Exactement. 64e de finale. Une première historique dans l'histoire du club. En tant que joueur, Grégory et capitaine, ça a été difficile au niveau moral à encaisser la défaite hier ou pas? La défaite à encaisser, pas tellement dur, mais le chiffre, ouais, dur. Parce que 4-0. Vous auriez aimé mettre au moins un but? Ouais, au moins 4-1, un but. Ça aurait été un bien. But, ça aurait été bien, quoi. Au moins ouvrir le score. Ça aurait été bien, mais c'était dur. Hein. C'était vraiment dur. On dort bien le soir d'un match comme ça, parce que c'était un peu votre rêve. Quand on s'est vu pendant toute votre préparation, c'était un peu le mot qui ressortait, c'est notre rêve, c'est peut-être le match de notre vie. On dort bien la nuit un peu, justement, après un match comme ça? Après un match comme ça, moi j'ai bien dormi. J'étais fatigué, vraiment fatigué. Pas trop déçu tout de même? Déçu, ouais, mais c'est passé. Il vous dit que tout va bien, Anthony. Non, mais tout va bien. Il y avait quand même un sacré enjeu derrière ce match. Je vais me tourner vers le gardien, puisque c'est vrai que là, sur un match comme ça, être gardien, ça doit être compliqué mentalement, non? Très très compliqué. Il y a eu des faits de jeu qui nous ont pas souri, et voilà, donc ce score un peu sévère à la fin du match. Vous pouviez faire quelque chose ou pas? Vous vous sentiez impuissant sur les arrêts? On peut toujours faire quelque chose, disons, mais bon, il n'y a rien à redire. Un penalty sifflé, des faits de jeu, comme j'ai dit, discutables, mais bon, on ne va pas revenir sur les décisions de l'arbitre. La défaite était évidente, mais le score un peu moins. Très bien. Alors avant de revenir plus amplement sur cette expérience, cette épopée en Coupe Gambardella, je vous propose de regarder le film de cette rencontre face à la JOCR. Nous vous avons suivi toute la semaine à l'entraînement, dans les derniers moments dans le vestiaire. Tout le service sport de la chaîne était mobilisé. L'épopée de l'ESG, un sujet réalisé avec Patrick Jacques de Dixmude et Guillaume Camps. De finale pourrait être le match de leur vie. Depuis le tirage au sort mi-décembre, le choc face à la JOCR est dans toutes les têtes. Joueurs, entraîneurs de l'ES Guyancourt ont du mal à rester en place, mais pas question de changer les habitudes à l'entraînement. Ce soir-là, au programme, atelier de vivacité et conservation de balles. Comme tous les mardis, on sait qu'on fait du foncier le mardi, avec un petit peu de jeu de ballon. Demain soir, on fait un petit match amical. Et jeudi, comme d'habitude, ça sera plus de jeu de ballon avec les gardiens et tout ça, mais on change vraiment pas plus que ça d'habitude que les entraînements, quoi. Auxerre n'est autre que le champion de France en titre de la catégorie. Tout simplement ce qui se fait de mieux dans l'Hexagone. Mais ce palmarès n'impressionne pas les jeunes Saint-Quentinois. Ils feront tout pour vaincre l'ogre bourguignon et imiter Épinal en Coupe de France, tombeur de l'Olympique lyonnais il y a quelques jours. Ces clubs-là, c'est beau pour le foot, on va dire, parce que c'est rare que des clubs comme ça, ils arrivent à s'imposer face à des gros clubs.
Donc nous, on va essayer de faire la même chose, créer la surprise. Pour moi, ouais. Ils ont 2 jambes et 2 bras comme nous. Bah là, on est plus motivés que jamais, là, carrément. Là, c'est, je sais pas, c'est comme un rêve pour nous tous. On est heureux. Mais si on peut aller plus loin, on va y aller. Hein. On va tout faire pour. Lors des 4 premiers tours, l'entraîneur n'avait pas anticipé la séance de tir au but. Un moment crucial où Jordan Doussain, gardien de but de l'ESG, sera plus que jamais le dernier rempart. C'est un exercice que j'aime bien, mais si on pouvait ne pas y arriver, ça serait mieux. Mais s'il y a les pénaltys, il y aura les pénaltys, on fera avec. Hein. Il y a des techniques, mais bon, souvent c'est l'instinct. Pour la plupart, les jeunes Guyancourtois jouent ensemble depuis 5, voire 6 saisons. Plus que 11 joueurs, c'est une bande de copains qui voudra à tout prix continuer l'aventure. Le staff a transmis des messages sur le mur du vestiaire. À quelques minutes du coup d'envoi, chacun se prépare à sa manière. C'est alors que le gardien de but, Jordan Doussain, prend la parole. C'est des joueurs comme nous, et encore, ça se trouve, ils sont même plus faibles que nous, on va leur rentrer dedans, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Mi-temps, prends pas de but, hein. On revient à 0-0 minimum. Les joueurs d'Olivier Janvresse réalisent une bonne entame de match, poussés par des supporters chauffés à blanc. Le staff saint-quentinois avait choisi de jouer avec un bloc défensif très bas, pour contrer la vitesse de course des attaquants auxerrois. Malgré ce rideau défensif, les Yvelinois, pris par l'enjeu, encaissent un premier but sur corner sur cette déviation au premier poteau. Dans ce premier acte, malgré la possession de balles, les Rouges et Noirs ne collectionnent pas les occasions de but, excepté sur coup de pied arrêté. Et les Bourguignons creusent l'écart juste avant la mi-temps, sur cette superbe ouverture. Direction les vestiaires, pendant ce temps-là, les supporters commencent à être fatalistes. Il faut être réaliste, je crois qu'il y a une différence de niveau entre Auxerre et puis Guyancourt, mais bon, pour le moment, ils font ce qu'ils peuvent, les petits jeunes. Là. En seconde période, les joueurs d'Olivier Janvresse ne lâchent rien. Mais la supériorité auxerroise se fait sentir au fil des minutes. Sur cette ouverture, côté droit, Jordan Doussain attrape la jambe de l'attaquant auxerrois. Le pénalty est transformé, le sort du match scellé. Dans les dernières minutes, Jordan Doussain encaissera un 4e but plutôt anecdotique. Le rêve passe. Les Auxerrois étaient trop forts et se sont logiquement imposés. Mais la fierté du parcours effectué domine malgré la défaite. Je pense qu'on n'a pas développé le foot qu'on développe de d'habitude. Maintenant, on tombe quand même contre un centre de formation. C'est des joueurs qui ont du football, qui ont du ballon. Bon, on n'a pas à rougir, hein, 4-0. Bon, voilà, quoi, on perd, mais on n'a vraiment pas à rougir de notre performance. Et en tout cas, je félicite vraiment mes joueurs parce qu'ils nous ont fait un parcours exceptionnel, on peut le dire. Et donc, voilà, je suis vraiment fier pour eux, fier pour le club. Ça a été difficile. On a vu l'écart qu'il y avait. Mais bon, on s'est battu jusqu'à la fin et puis on n'a pas à avoir de regrets, on peut lever la tête parce qu'on a fait un bon match, quoi. Grégory Chassin et ses copains vont devoir oublier cette élimination et se replonger très vite dans leur quotidien, le championnat de première division de district. Nous a rejoint sur ce plateau Guy Galanti, le directeur technique du club. Bonsoir à vous. Pour débriefer ce match un petit peu plus amplement, Olivier, on en parlait tout à l'heure. Sur ce match, qu'est-ce qui vous a manqué concrètement en termes de jeu ? Qu'est-ce qui nous a manqué ? Peut-être, on a eu peut-être un peu peur à l'entame du match. On n'était pas assez libérés, je pense. Et pris par l'enjeu, un petit peu ? Oui, je pense qu'il y a certains joueurs qui ont été pris par l'enjeu et qui n'étaient peut-être pas à leur niveau. Donc ça aussi, peut-être que ça a peut-être un peu joué sur la physionomie du match. Malgré des supporters qui étaient gonflés à bloc. Hein. Là, on peut dire que les supporters... Ils ont joué le rôle de 12e homme. 12e homme, là on peut le dire. Franchement, c'était vraiment exceptionnel pour les joueurs et pour le club parce que vraiment, ça a été quelque chose de très 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 fort. On peut le dire. Alors, je crois que, comme le disait Olivier, on ne va pas remercier quelqu'un de particulier dans le groupe, mais ce groupe de supporters ont travaillé pratiquement une semaine. Donc on les remercie et je crois que c'est la naissance d'un groupe de supporters pour le club. Grâce à leur action, je crois. Club, ouais. Et puis ça a déclenché, bon il y avait beaucoup de monde, plus de 500 personnes je crois, qui ont assisté au match. Un parcours exceptionnel, des joueurs exceptionnels parce qu'on est arrivé à un résultat quand même qui est exceptionnel pour le club. Oui, 64e de finale, je le répète, quand même une première historique pour le SG. Mais bon, il y a un essor. C'était une pression peut-être aussi pour les joueurs de jouer devant 500 personnes par exemple en tribune, ça n'arrive pas tous les jours. Non, ça n'arrive pas tous les jours. Et ça change quelque chose dans la façon de jouer. On parlait du 12e homme justement, vous l'aviez senti sur le terrain? Personnellement, moi ça allait, mais j'ai senti que chez certains, il y en a qui avaient vraiment la pression.
qu'ils n'étaient pas comme d'habitude. C'était une première, ce sera dans mieux les la prochaine fois, contacts. parce que l'an prochain, j'imagine que c'est l'objectif, faire au moins aussi bien que cette année. Oui, on garde une partie, voilà. On garde une partie du groupe, donc il y a de bonnes chances pour qu'on fasse un bon parcours. Pourquoi pas. Enfin, il faut toucher du bois. Et de cette épopée, le groupe des U19, là, parce que la saison continue, hein, il faut quand même y penser au championnat. Le groupe en sort renforcé par cette expérience ? Oui, je pense qu'il va en ressortir renforcé. Et puis, de toute façon, l'objectif de début de saison, hein, c'était quand même la montée en excellence. Donc, je crois que là, ils ont pris conscience qu'il y avait un grand écart avec Auxerre, mais qui peuvent faire l'objectif de la saison, qui est la montée en excellence. Et je suis sûr qu'on va y arriver, quoi. Sans problème. On est bien d'accord, capitaine. On compte sur toi. L'engagement est pris sur ce plateau. On vous retrouvera à la fin de la saison, même d'ici là bien sûr, mais d'ici la fin de la saison pour voir si vous avez réussi à tenir vos engagements. Du côté du championnat, vous en disiez un mot. Vous êtes en tête de votre poule de première division de district. Un bilan quasi parfait, 23 points en cette journée. Le deuxième, Ménil-Saint-Denis, est à 19 points, à égalité avec un voisin, le Plaisir. Un nul, une défaite. La défaite lors de la première journée de championnat. J'ai envie de dire que la montée vous tend les bras. Cette année, oui. Donc voilà, maintenant on va se remobiliser. Ce week-end, on est exempt, malheureusement. Mais voilà, dès dans 15 jours, on va remettre le bleu de chauffe, comme on dit. Et ça va pas être trop dur de se remobiliser ? Non, je pense pas. Non, parce que bon, hier soir, il y avait de la déception, mais je pense qu'ils sont, voilà, c'est des joueurs de foot qui ont envie. Je vous dis, l'objectif premier de début de saison, c'était la montée en excellence. Donc, on va se remettre au travail et on va y arriver cette année. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau après cette beaucoup. défaite. C'est vert mais logique en tout cas face à Auxerre. Et puis cette première pour le club, 64e de finale Coupe Gambardella. Oui, merci à tous les trois. Beaucoup. Sans transition boxe, Wilfried, ce week-end, Elancourt va accueillir 2 combats pour la ceinture de champion de France. Adila Mohammadi remet sa ceinture en jeu chez les super moyens. Et le jeune Marvin Petit, l'extraordinaire Marvin Petit, part à l'assaut du titre chez les légers. J'ai pu suivre leur préparation il y a quelques jours. Marvin Petit découvre la boxe à l'âge de 9 ans, poussé sur le ring par son père car trop bagarreur. Et commence alors l'histoire d'amour avec les gants. Après, je me suis inscrit, j'ai resté dedans, j'ai aimé ça. Et depuis là, ça a été ma passion, je ne peux plus lâcher, quoi. En fait, c'est une drogue. À seulement 21 ans, Marvin Petit est un phénomène. À chacun de ses combats, l'élan courtois soulève les foules. Le protégé d'Antoine Farougia a de la foudre à la place des poings. Il possède une vitesse d'exécution hors norme et est capable de terrasser ses adversaires en quelques secondes. Je peux le toucher sur un coup et qu'il ne se relève plus, quoi. Mais bon, après, je ne veux pas chercher le coup dur. Moi, je vais chercher à boxer. Je sais que j'ai 10-12 rounds dans le ventre, là. Je suis bien prêt, quoi. Je me sens bien moralement, niveau physique, je suis impeccable. Franchement, je suis prêt à mourir sur le ring. Vainqueur du tournoi de France et de la Coupe de la Ligue, Marvin Petit a levé les bras sur tous les rings où il est monté. Mais lors de ce combat pour la ceinture de champion de France, il devra se méfier de l'expérimenté Joël Durand. À bientôt 34 ans, l'actuel champion de France des légers a remporté 17 de ses 20 combats. Chez les super moyens, Adila Mohammadi remet en jeu son titre national. L'occasion d'oublier le chapitre anglais. En octobre dernier, le boxeur d'origine comorienne avait perdu au point face au champion d'Europe James Digal. Une défaite dont il a su tirer les enseignements, conforté dans sa progression. Je suis ressorti plus fort parce que finalement j'ai vu que j'ai pu tenir debout face à un mondial. Donc je m'aperçois aussi que mon niveau augmente. Donc ça rebooste forcément. Le boxeur élancourtois va retrouver une vieille connaissance. Le cogneur tahitien, Cédric Bellet, dernier vainqueur de la Coupe de la Ligue, mais surtout un adversaire qu'il a déjà battu en 2010. Le 19 janvier, le team Farougia sera donc aux affaires et ces 2 boxeurs cogneront vers un même destin, la ceinture tricolore. Football, boxe et à présent Bike and Run. Bike and Run, Mais qu'est-ce que c'est ? Une course un peu originale, Wilfried. Et pour en parler ce soir avec nous sur le plateau, Vincent Guyonne, vous êtes le président de Versailles Triathlon et vous participez à l'organisation du Bike and Run qui se déroule ce dimanche dans le domaine de Versailles. Tout à fait, bonjour. Alors expliquez-nous un petit peu
Ce qu'est le principe, parce que Wilfried était un peu... Qu'est-ce que le bike and run? Alors, le bike and run, c'est une épreuve très ludique qui se court à deux, c'est en binôme. Donc il y a un VTTiste et un coureur à pied. Les deux ont un casque de vélo. Et l'idée sur le parcours, c'est de changer, que le coureur à pied devienne VTTiste et ainsi de suite. Et celui qui court derrière ne va pas courir pendant tout le parcours. Non, sinon, voilà, exactement. Forcément un désavantage par rapport à l'autre. Exactement. Et l'intérêt, c'est que normalement, quand on est sur le vélo, on se repose pendant que l'autre court. C'est pas toujours vrai dans certaines configurations, surtout sur des petits singles, mais c'est le principe. Et sur le départ, il n'y a que les coureurs qui partent et ensuite ils vont rejoindre leur binôme à 400 mètres un peu plus loin. Donc les 400 premiers mètres sont très très rapides en général. Et alors, il y a des changements, des passages de relais, des zones de passage de relais? Alors, il n'y a pas de zone de passage de relais, ça se fait à la main et on fait comme on veut. Donc, l'idée, les meilleurs, c'est, on va dire, ils vont alterner toutes les minutes. Mais il y a plein de stratégies et surtout, suivant les difficultés, les stratégies évoluent au fil de la course. Donc, on se parle, on s'encourage, on fait évoluer la stratégie, ce qui fait que ça rend l'épreuve effectivement très ludique. En fonction des conditions météo aussi, on a vu des images de l'épreuve de l'année dernière, il y avait de la neige, forcément ça doit jouer aussi. Exactement, ça joue, ça glisse, ça demande un peu plus de technicité, ça fait partie du jeu, c'est ce qui rend attractif. Alors le bike and run, c'est un peu l'épreuve de rentrée, j'ai envie de dire, pour les triathlètes chevronnés. Exactement. Donc l'idée, c'est que là, on est dans une période hivernale, donc les entraînements, c'est beaucoup de travail foncier. Là, c'est l'occasion de pouvoir épingler un dossard et de faire un petit peu de rythme. Et ces fameuses séances de multi-enchaînés qui sont chères aux triathlètes, alterner vélo, course à pied pour habituer ces fibres musculaires à l'effort qui va arriver bientôt sur le triathlon. Et alors sur le bike and run, il y a plusieurs parcours. C'est quand même relativement abordable. C'est tout à fait abordable. Il y a tous les niveaux. Ça va y avoir de très très bons niveaux, des très bons niveaux nationaux, mais aussi tout le monde peut venir. C'est ouvert à tous et ça va du mini poussin jusqu'au vétéran. Donc mini poussin, c'est 7 ans jusqu'au vétéran et évidemment avec des distances adaptées. Pour les mini poussins et pupilles et aussi handisport, je tiens à préciser parce qu'on a toujours cette composante. C'est un parcours de 2,2 km sur le domaine du château de Versailles autour de la pièce d'eau des Suisses. Après, il y a une course Benjamin minime, 4,5 km avec une belle montée. Et puis enfin pour les cadets juniors et ensuite seniors vétérans, c'est donc 2 boucles. 2 boucles pour un total de 12,8 km, sauf pour les pour les cadets et juniors qui eux ne feront qu'une seule boucle. Voilà, donc sur le domaine du château de Versailles, en empruntant les bois de l'ONF. Et d'ailleurs, je me permets de remercier l'ONF, le domaine de Versailles, et aussi la ville de Versailles qui, sans eux et sans notre équipe de bénévoles très efficace et dense, nous permet de proposer cette épreuve. Dans un joli cadre en plus. Exactement, avec toute l'histoire du patrimoine. Et juste d'ailleurs, sur le parcours, à un moment, on a un point de vue qui domine le château de Versailles qui est assez magnifique. Rien que pour ça, il faut le faire. Exactement, même si c'est difficile. Et alors, vous avez aussi une nouveauté cette année, je crois. Il y a un challenge entreprise-université qui est créé. Exactement, cette année, on essaie de mettre en place un challenge université et université, grandes écoles et entreprises où il y aura un podium dédié pour cette catégorie. Ça fait partie de la cohésion de groupe, souvent c'est recherché. En plus, le bike and run se prête parfaitement à ce style de philosophie. Et alors, en termes de participants, vous en êtes à combien? Et est-ce qu'on peut encore s'inscrire? Alors, on peut encore s'inscrire. Vous, oui, certainement, moi non. Voilà, comme chaque semaine, je le rappelle, moi non. S'il neige pas, Wilfried, c'est jouable à deux. Pas. Je cours et vous faites le vélo. Ce serait bien. Donc oui, on peut s'inscrire encore sur le site internet jusqu'à jeudi soir. Et il n'y aura pas d'inscription sur place, donc ça c'est important de le noter. L'an dernier, on a eu 800 participants. Cette année, on est autour de 600 à peu près pour le moment, mais il y a encore de la place, donc il n'y a pas de problème. N'hésitez pas. Bien. Voilà, et on reviendra bien sûr sur cette compétition la semaine prochaine. Merci beaucoup d'être venu nous parler du bike and run. Anthony, l'essentiel du week-end dans ce 7-8 sport sur TV Fil. On part pour l'instant à Voisins-le-Bretonneux. Oui, nous allons nous rendre sur le pas de tir de l'association vicinoise. Ce week-end, le club de Voisins-le-Bretonneux a accueilli une manche du championnat régional de tir à la carabine et au pistolet. L'occasion de mieux comprendre cette discipline. Image de Guillaume Camps. Près de 200 tireurs s'affrontaient ce week-end au club de tir de Voisins-le-Bretonneux lors de la manche de championnat régional de tir carabine et pistolet à 10 mètres. Lors de ces concours, le calme est le maître mot. Chaque geste est millimétré,
De la mise en place des pieds sur le sol à la pose de la carabine sur les épaules, tout est fait avec calme et précision pour ne pas être perturbé lors du tir. Expliquez-nous les qualités pour être un bon tireur. Assidu, attentif, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore, pas avoir de stress, calme, posé et une maîtrise de soi surtout. Pauline Laurent découvre le tir en suivant son père près des cibles. La carabine devient vite sa spécialité. À 14 ans, elle ne s'entraîne désormais qu'une seule fois par mois. Pourtant, elle fait partie des 30 meilleures tireuses françaises de sa catégorie. Ça représente quand même beaucoup parce que je suis en compétition, donc c'est une grande partie pour moi, parce qu'en plus on met beaucoup sur mes épaules, donc ma famille, les gens du club, donc c'est beaucoup. Ouais. Lors du concours saint-quentinois, la Versaillaise a porté son score à environ 360 points sur 400. Pauline Laurent fait partie des 9 tireurs vicinois qualifiés pour les championnats de France du 5 au 9 février prochain. L'essentiel des résultats en bref à présent. Ce week-end, on débute par du hand féminin. Montigny, le Bretonneux qui joue. Les féminines recevaient le Havre ce week-end, actuel 2e du championnat de National 2. Malgré une belle résistance en première période avec un but de retard à la pause, les Unimontaines ont cédé du terrain peu à peu en seconde mi-temps et se sont inclinées de peu, 33 buts à 29. Les joueuses de Stéphane Paysan rétrogradent à la 9e place. Deux résultats de basket, tout d'abord du côté de Trappes et l'étoile sportive des cheminots de Trappes qui semble avoir renoncé cette saison. Oui, ça devient de plus en plus compliqué pour les basketteurs trappistes. Championnat de France de National 2 masculin, ils se sont inclinés à domicile face à Tourcoing 65 à 54. L'avenir en National 2 devient de plus en plus sombre. Et de leur côté, les féminines de l'Entente, le Chenet Versailles, enchaînent avec une 13e victoire cette saison. Les joueuses de Vinko Bardic se sont imposées sur leur parquet face à l'avant-dernier Saran, 74 à 56. Du volley également pour le club saint-quentinois. Sale week-end pour les clubs saint-quentinois lors de la 11e journée de Régional 1. Montigny s'est incliné de justesse à Conflans, 3-7 à 2, avec une 5e manche au couteau, perdu 15 à 10, et le leader Plaisir a chuté à domicile 3-7 à 1 face à Camus. Au classement, on va voir d'ailleurs le classement tout de suite. Plaisir reste leader malgré ce faux pas avec 26 points, mais le PA Camus revient à 1 point. Pour Montigny, c'est toujours le ventre mou du championnat. Les Unimontains pointent désormais à la 6e place de la poule B de Régional 1. Le Vendée Globe n'est pas terminé, mais pour autant, on s'y intéresse pour voir ce que fait, comment ça se déroule pour le régional de l'étape. Oui, Tanguy de la Motte, après 65 jours de course, c'est toujours François Gabard qui mène la flotte largement en tête. Le leader aura passé d'ailleurs l'équateur d'ici demain. Notre marin versaillais Tanguy de la Motte est toujours installé à la 11e place du classement général à 3700 000. C'est beaucoup, c'est presque 7000 km de François Gabard, mais surtout à 140 000 de Bertrand de Broc, le 10e du classement général. Donc rien n'est fait pour cette place. Le skipper d'Initiative Cœur devrait franchir le Cap Horn dans quelques heures. Le tirage des 32e de finale, c'est du football. Du football féminin. Le tirage a été effectué cette semaine pour les 32e de finale de la Coupe de France. Et l'AS Montigny, qui est entré tranquillement il y a quelques semaines en lice au tour précédent, a hérité d'un poids lourd de Division 1 pour ce tour, puisque les Unimontaines vont recevoir ni plus ni moins que les féminines du PSG. Et puis une toute dernière information de la boxe, on en a parlé brièvement tout à l'heure, mais il y a aussi une compétition. Il y a une compétition et un club qui vient de s'ouvrir, c'est du côté de Fontenay-le-Fleury. L'école de boxe s'est ouverte en septembre, donc avis aux amateurs, vous pouvez retrouver tous les renseignements sur Internet. Le 7-8 Sport est terminé, c'était déjà le deuxième numéro. Oui, deuxième numéro du 7-8 Sport, ça passe vite. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, Wilfried, le 7-8 Sport touche à sa fin. N'hésitez pas à commenter l'émission sur Twitter et nous donner tous les résultats de vos clubs. À lundi prochain, bonne soirée.